Dans les derniers épisodes, on a parlé en long, en large et en travers du problème de la surinterprétation. Surinterpréter, c'est expliquer ce qui n'est que le fruit du hasard. Or, de telles explications se généralisent souvent mal. Et le problème, c'est que détecter et comprendre la surinterprétation, c'est un problème très difficile. On a vu que la théorie formelle de l'apprentissage statistique à coup de dimension VC et d'apprentissage PAC parvenait à fournir des conditions suffisantes pour éviter un trop grand risque de trop grande surinterprétation. On a notamment parlé du théorème fondamental de l'apprentissage statistique et j'ai passé beaucoup de temps à le critiquer en affirmant notamment qu'il s'agissait d'un formalisme restrictif et pas universellement applicable. Aujourd'hui, on va voir en particulier qu'en pratique, bien souvent, les data scientists ne tirent pas une explication d'un chapeau d'explication car ce procédé de sélection est précisément une cause majeure de la surinterprétation. En fait, au lieu de tirer des explications d'un chapeau, il est préférable de voir l'apprentissage statistique comme la pousse d'arbres formant toute une forêt. Et même si chaque arbre individuellement surinterprète, de façon assez étonnante, la forêt, elle, évite la surinterprétation. Et devinez quoi? C'est très bayésien comme principe. Alors, je présente les arbres et les forêts comme une métaphore, mais en fait, il s'agit de vrais algorithmes d'apprentissage. Et pour comprendre cela, on va commencer par parler des arbres. Un arbre, c'est une suite de questions, de sorte que chaque question scinde l'arbre en branches. La première question est appelée la racine de l'arbre, et chaque question qui suit correspond à ce que l'on appelle des nœuds de l'arbre. Chaque nœud divise l'arbre en branches et au bout des branches, on trouve les feuilles de l'arbre. Dans le cas des arbres dits de décision, chaque feuille correspond à une décision ou une prédiction. Par exemple, dans le cas des chocolats d'Albert, on peut construire un arbre à 2 étages. On peut d'abord se demander quel est le type de chocolat, puis pour coller aux données, lorsque la praline est au chocolat noir, il nous faut aussi nous demander si elle contient des éclats de noisettes. L'arbre alors construit va alors nous permettre d'effectuer des prédictions. En effet, pour toute praline, il nous suffit de suivre le parcours établi par les réponses des questions des nœuds de l'arbre. Dans le cas le plus général où les données sont décrites par des features de grande dimension, il y a une approche pour automatiser la construction de l'arbre. Prenons l'exemple d'un espace des features de dimension 2. Pour déterminer une question à se poser, on va choisir l'une des coordonnées, par exemple l'abscisse. Puis ce qu'on va faire, c'est couper selon l'abscisse de sorte à assez bien séparer les likes des dislikes. La question qui se posera à la racine de notre arbre sera alors de savoir de quel côté de cette coupure on se trouve. Puis, pour raffiner notre classification, on peut répéter la procédure. On tire à nouveau un axe, disons à nouveau l'abscisse, puis pour chaque région, on essaie de couper selon l'abscisse de façon à séparer au mieux les likes des dislikes. Et voici à l'image la construction d'un nouvel étage si l'on suppose que l'on a maintenant tiré l'axe des ordonnées. Cette procédure a le bon goût de pouvoir se complexifier à l'infini, de parfaitement se généraliser aux très grandes dimensions et d'être calculable très rapidement par des ordinateurs. Mais les arbres ont bien sûr un gros défaut, et ce défaut est bien entendu la surinterprétation. En particulier si vous poursuivez la découpe de l'espace jusqu'à ce que votre arbre de décision colle aux données, alors vous pourrez être sûr que vous serez en pleine surinterprétation. Oui, parce que chaque nouvel étage de l'arbre est une sorte d'explication ad hoc, et donc la dimension VC de notre chapeau d'explication, c'est en gros le nombre maximal d'étages de l'arbre que l'on s'autorise. Bon, en fait, c'est encore plus compliqué que cela parce qu'il y a aussi la question du choix de la coordonnée selon laquelle on coupe. Reste que la tentation de coller aux données est grande et que le danger de la surinterprétation est donc énorme. Eh bien, dans ce genre de cas, l'approche privilégiée des data scientists ne va pas être de réduire la dimension VC, ils vont davantage faire pousser une forêt. En fait, chaque choix de l'ordre des coordonnées sélectionnées conduit à la pousse d'un arbre différent. L'idée de l'algorithme des forêts, c'est de faire pousser tout plein d'arbres de taille assez grande et de considérer que le modèle retenu ne sera aucun de ces arbres, mais davantage une combinaison de ces arbres. Typiquement, pour effectuer une prédiction avec une forêt, on va demander aux différents arbres d'aller voter et on va faire de l'avis majoritaire la décision collective de la forêt. Intuitivement, il y aura alors beaucoup moins de biais de sélection dû au choix d'une seule explication du chapeau d'explication. Oui, parce que souvenez-vous, on avait vu que le problème de la surinterprétation, notamment dans le cas de Fat Tony, c'est qu'avec des petites fluctuations dans les données, il en venait à conclure tout et son contraire. Alors oui, une petite brise dans les données invaliderait certains arbres de la forêt, cependant, on
peut espérer que la majorité des arbres de la forêt restera robuste aux grands changements climatiques, si bien que malgré les changements climatiques, la position de la forêt sera inchangée. Alors oui, tout ce que je présente là c'est juste une analogie, mais l'analogie avec la forêt et le climat est loin d'être farfelue. Mais surtout, de façon cruciale, grâce à la robustesse générée par la diversité de notre forêt, on peut autoriser chaque arbre à explorer davantage de complexité. En particulier, si les seules explications pas trop mauvaises des données requièrent un niveau de complexité supérieur au nombre de données, alors la forêt pourra s'autoriser de telles explications tout en luttant contre la surinterprétation en misant sur la multiplicité des explications. Bien entendu, ce que je dis là des arbres est valable pour toutes sortes d'autres algorithmes d'apprentissage. Typiquement, la combinaison de plusieurs réseaux de neurones distincts réduira la surinterprétation de chacun des réseaux de neurones. Il y a même une façon d'automatiser la diversité des prédictions au sein même d'un réseau de neurones via une technique appelée dropout, mais je vais laisser ça de côté pour aujourd'hui. Dans tous ces cas, il s'agit de miser sur une forêt de modèles prédictifs différents pour gagner en robustesse et diminuer la variance de prédiction, ce qui revient à lutter contre la surinterprétation. Alors, on pourrait se dire qu'en misant ainsi sur la diversité, on en vient quand même à autoriser l'influence des moins bons modèles. Et en effet, c'est le cas. Pour permettre la sagesse de la forêt, il est nécessaire de faire cohabiter de grands chênes avec de petites fougères, même si ces petites fougères ne sont pas de super explications des données. Et l'astuce pour préserver la sagesse de la forêt tout en permettant de faire émerger l'avis des arbres les plus pertinents, c'est de limiter l'influence des différents arbres en fonction de leur performance explicative. Ceci correspond à des techniques dites d'ensembling, de bagging ou de boosting, dont le saint graal est un algorithme appelé AdaBoost qui parvient à combiner de mauvais modèles pour en faire un très bon. AdaBoost gagnera ainsi le prix Gödel de 2003 qui récompense des avancées majeures en informatique. Et bien sûr, comme tout algorithme qui marche du tonnerre, AdaBoost a des fondements très bayésiens. En fait, il s'agit d'une approximation de la formule de Bayes, mais comme vous commencez à y être habitué, je vais laisser ça pour une autre fois. Bref, pour lutter contre la surinterprétation, contrairement à ce qu'affirme le théorème fondamental de l'apprentissage statistique, il n'est pas forcément nécessaire de ne s'autoriser qu'une explication ad hoc toutes les 100 nouvelles données. On peut également s'autoriser la multiplicité des explications. Et en pratique, pour résoudre de vrais problèmes, cette multiplicité des explications est incontournable. L'exemple historique de maxi problème de prédiction est le fameux prix Netflix. En 2006, Netflix disposait déjà de centaines de millions de notes de films que des centaines de milliers d'utilisateurs ont entrées. Netflix posa le défi suivant. Étant donné une fraction de ces notes que Netflix rendit publiques, prédire les autres notes. Netflix promit $1 million pour qui surpasserait la performance de l'algorithme de Netflix de plus de 10%. Après près de 3 ans de recherche de dizaines de milliers d'équipes de data scientists et après de nombreuses péripéties qui mériteraient une vidéo à elle seule, c'est l'équipe Bell-Course Pragmatic Chaos qui y est parvenue. Leur solution consistait en une jungle de 800 modèles prédictifs différents, tous plus sophistiqués les uns que les autres. La sagesse de la forêt avait eu raison de tout arbre individuel. Donc la diversité explicative semble en fait indispensable à tout système prédictif de qualité. Et ça, en fait, d'un point de vue philosophique, ça peut paraître assez troublant. Oui, parce que du coup, pour qu'il y ait une vraie diversité dans notre forêt d'explications, ces explications devront inéluctablement se contredire. Et oui, typiquement, si je reprends mes arbres, chaque arbre est une explication différente des données qui a en fait de bonnes chances d'être logiquement incompatible avec l'explication proposée par un autre arbre. Autrement dit, le principe de sagesse de la forêt nous invite à célébrer les combinaisons de théories incompatibles et en particulier à rejeter toute quête de théorie ultime. Plus étrange encore, elle semble contredire le principe de rasoir d'Occam qui semble nous inviter à préférer la simplicité d'un arbre explicatif à la complexité de toute notre forêt d'explications. Un philosophe pourrait ainsi dire que l'espèce de jungle mélangienne que je semble créer là pose des problèmes de parcimonie ontologique. Oui, je me la pète un petit peu avec des mots de 3 syllabes que j'ai appris en lisant la thèse de Monsieur Phi, alors qu'en fait, la forêt dont je parle ici n'est pas vraiment une jungle mélangienne. Reste que le manque de parcimonie de ma forêt d'explication reste intuitivement dérangeante pour beaucoup. En particulier si notre but est la quête de la vérité ou d'une vérité simple et interprétable, alors cette forêt d'explication devrait vous perturber au plus haut point. Eh bien, le succès des forêts d'AdaBoost et de Bell-Course Pragmatic Chaos nous pousse à rejeter une fois de plus toute quête de la vérité. Hashtag tous les modèles sont faux, certains sont utiles. J'irai même plus loin. Pour lutter contre la surinterprétation, la quête de la vérité me semble profondément nuisible car elle nous pousse à omettre la sagesse des forêts.
Avant de passer aux commentaires, une petite annonce, je serai à la Geek Touch le 8 avril prochain à Lyon. Et je vous ai préparé une petite conférence très bayésienne. La dernière fois, on a parlé des facteurs de confusion et du paradoxe de Simpson. Et notamment, je vous avais demandé de réfléchir à ce problème de Kanté versus Rabiot, sachant qu'on avait des statistiques qui disaient que globalement, Rabiot était meilleur que Kanté, mais que contre tout adversaire, contre les petites équipes et contre les grandes équipes, Kanté faisait en fait toujours mieux que Rabiot. Alors, comment est-ce que ça c'est possible? Eh bien, je vous propose une preuve essentiellement visuelle. Donc, je reprends le tableau qu'on avait la dernière fois. Et là, ce que je vais faire, c'est souligner le fait qu'en fait, les matchs de Rabiot sont contre des petites équipes et les matchs de Kanté sont contre des grandes équipes. Et du coup, le pourcentage de victoire de Kanté est essentiellement son pourcentage de victoire contre des grandes équipes, alors que le pourcentage de victoire de Rabiot est essentiellement celui contre des petites équipes. Alors, il y en a plusieurs dans les commentaires qui ont fait remarquer qu'ils avaient trouvé ça très rapidement avant même que je donne l'explication. Félicitations à vous, bravo. Alors, si vous avez trouvé très rapidement, en fait, c'est un petit peu dommage parce que en fait, c'est bien de se rendre compte de la difficulté de ce problème et si on le résout trop rapidement, on ne se rend pas forcément compte que ce problème était un problème extrêmement difficile. Et donc, notamment pour ceux qui ont trouvé la dernière fois, mais également pour tout le monde, je vous propose un autre problème de compréhension du paradoxe de Simpson. Alors, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 80, il y avait une étude sur est-ce que le tabac causait plus de décès. Et du coup, ils avaient fait une étude épidémiologique, c'est-à-dire qu'ils sont allés sonder de nombreuses personnes, ils les ont suivies pendant 20 ans. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au cours de ces 20 années, le taux de décès était plus grand chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Et du coup, la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est est-ce que ça veut dire que du coup, fumer, c'est bien pour la santé? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur de confusion? Et si oui, quel est ce facteur de confusion? Encore une fois, essayez de ne pas spoiler la réponse dans les commentaires. Et je vais même troller un maximum en ne vous donnant jamais la réponse à cette question. Elle existe quelque part sur internet dans une vidéo YouTube qui est dans un des liens de l'une de mes vidéos, donc ça va être pas facile à trouver. Mais ce que je veux, c'est que vous vous rendiez compte vraiment que trouver le facteur de confusion dans ce cas, c'est extrêmement difficile et il est alors incroyablement tentant de croire en la statistique et de croire du coup en le fait que fumer est bénéfique pour la santé. Bon, je me permets quand même de donner un petit indice. En gros, pour trouver les facteurs de confusion à chaque fois, il faut absolument se demander s'il n'y a pas une différence a priori entre par exemple les matchs qu'ont joué Rabiot et Kanté. Est-ce qu'il n'y aura pas une différence a priori entre les promesses qui ont été faites par Obama ou Trump, ou encore est-ce qu'il n'y aura pas une différence a priori entre les lycées financés et les lycées qui ne sont pas financés. En fait, la clé vraiment pour comprendre le paradoxe de Simpson, c'est essayer de raisonner avec ces a priori, et c'est très bayésien tout ça. Enfin, Fourmien et Antoine Roussel font remarquer qu'il y a une grosse erreur de calcul dans la vidéo précédente. Désolé, je vous ai demandé de vérifier les calculs à un moment de la vidéo et si vous l'avez bien fait, vous devriez avoir conclu que je me suis foiré dans mes calculs. En fait, dans mes notes, le nombre de lycées favorisés et financés était égal à 15 000 et pas à 5 000, ce qui faisait que les résultats étaient juste sur ma feuille, mais à l'écran, ça la fout mal. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que la sagesse des forêts vous fera réfléchir notamment quant à l'épistémologie et à la philosophie des sciences de façon plus générale, parce que je pense que ça a des implications à ce niveau-là. La prochaine fois, on va parler de l'autre solution utilisée par les praticiens des machine learning pour pouvoir éviter la surinterprétation sans diminuer la dimension VC de leur modèle, à savoir la régularisation. Notamment pour vous préparer pour la semaine prochaine, vous pouvez vous poser la question suivante. Imaginez que vous étudiez un phénomène et vous disposez d'assez peu de données, mais il y a énormément de causes possibles de la conséquence que vous observez. Du coup, comment est-ce que vous pouvez faire pour déterminer la cause, sachant qu'il y a beaucoup plus de causes possibles que de données que vous observez? Est-ce qu'il y a quand même un moyen d'identifier quelles sont les causes les plus probables ou quelque chose comme ça, sachant que si on fait typiquement de la régression linéaire dans ce cas-là, eh bien, on risque fort d'être foutu et de ne pas réussir à faire cette régression linéaire. Ce genre de cas, c'est typiquement le cas de l'analyse de l'ADN et de savoir quels sont les facteurs de risque au niveau du code génétique des différentes personnes. Comment est-ce que le code génétique influence les risques de telle ou telle maladie? Ça, c'est un problème majeur qui s'est posé avec le séquençage notamment de l'ADN. Et ce sont des cas qu'on appelle typiquement large p small n, c'est-à-dire beaucoup de paramètres, beaucoup de causes possibles. Toutes les valeurs des nucléotides de l'ADN sont potentiellement des causes imaginables, mais on a peu de n, on a peu de données. En tout cas, le nombre de données dont on dispose est très inférieur au nombre de lettres dans un brin d'ADN. Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour entendre les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur nom et j'espère que vous serez là la prochaine fois. This idea was used in the famous AdaBoost algorithm that yielded great results, even though it was only based on so-called weak classifiers, that is, classifiers that do not really give clear-cut positive results. The group's grand prize winning model gets its answer
by taking the average of 800 different algorithms, enough to fill a 150-page book. And I don't think when we started anybody expected that that would be the way to win the competition.